Nous nous trouvons ici à l'embouchure du fjord du Saguenay et de l'estuaire du Saint-Laurent. C'était un lieu important pour de nombreuses Premières Nations, un lieu de rencontre, de commerce, de diplomatie. Le parc marin du Saguenay-Saint-Laurent s'étend aujourd'hui sur 1245 km² dans ses eaux de l'estuaire du fjord. Le territoire actuel du parc marin est situé au cœur de l'habitat essentiel du beluga de l'estuaire du Saint-Laurent. Par contre, cette espèce emblématique de ce beau coin de pays se trouve en situation précaire. Je me réjouis de me tenir ici devant vous avec mon collègue, le ministre de l'Environnement du Québec, M. Benoît Charette, pour annoncer notre intention d'enclencher le travail en vue de l'agrandissement du parc marin du Saguenay-Saint-Laurent. Cette volonté de nos gouvernements respectifs répond directement aux objectifs auxquels le Canada et le Québec se sont engagés lors de la COP 15 à Montréal. Ces objectifs de protection des milieux naturels visent entre autres à assurer qu'au moins 30 des milieux terrestres, d'eau douce, côtiers et marins sont protégés d'ici 2030, et particulièrement ceux de haute importance pour la biodiversité, comme c'est le cas ici dans l'estuaire du majestueux Saint-Laurent. Le parc marin a été créé par la collaboration de nos deux gouvernements et dans le respect des compétences propres à chacun d'entre eux. Aujourd'hui, fort de plus de 25 ans de cogestion fédérale provinciale et de gestion participative avec le milieu, le parc marin est un modèle unique. Il a fait ses preuves en matière de concertation pour la protection de la biodiversité et des mammifères marins dans le fjord du Saguenay et dans l'estuaire du Saint-Laurent. Et si nous sommes rassemblés ici aujourd'hui à Tadoussac, c'est que nous voulons continuer de bâtir sur ce modèle collaboratif visionnaire, développé durant les années 80 et 90 par nos prédécesseurs. Je ne crois pas parler à tort et à travers en disant que nous, Monsieur le ministre et moi, croyons fermement à l'importance de mieux protéger le beluga et l'ensemble des mammifères marins de l'estuaire du Saint-Laurent et de leurs habitats. Et ensemble, je sais que nous y arriverons. Je salue les relations que nos deux gouvernements ont développées avec les communautés au fil des ans. L'engagement du comité de coordination du parc marin, dont plusieurs des membres sont ici, est extraordinaire. Saviez-vous qu'il a célébré cette année plus de 100 rencontres? Ce comité accompagne de façon continue le parc marin dans son développement et je lui en suis reconnaissant de le faire avec autant de rigueur et d'enthousiasme. Le parc marin repose sur un partenariat qui unit nos gouvernements, les Premières Nations, l'industrie touristique, le milieu de la science, les organismes à but non lucratif et les municipalités. Ce travail de collaboration est essentiel à la protection des milieux naturels. C'est en s'unissant de la sorte que le parc marin peut ainsi être porteur de grandes réalisations qui rayonnent jusque sur la scène internationale. D'ailleurs, le parc marin est un pionnier dans le réseau des aires marines au Canada. Il est aussi le premier parc à protéger exclusivement le milieu marin au Québec. Plusieurs exemples bien concrets montrent les succès du parc marin sur différents plans. On compte notamment le règlement sur les activités en mer dans le parc marin, qui est le premier règlement au Canada à avoir établi des distances d'approche des baleines et à avoir imposé des limites de vitesse en leur présence. La fermeture saisonnière de certains secteurs clés du parc, comme la pouponnière des belugas dans la baie de Sainte-Marguerite, l'adoption volontaire de mesures de réduction de vitesse des navires par l'industrie du transport maritime, la multiplication des collaborations scientifiques et la précieuse collaboration avec l'industrie des croisières. Mais le travail n'est pas fini. Au cours des prochains mois, nous travaillerons étroitement avec le gouvernement du Québec, le comité de coordination du parc marin, les Premières Nations, l'ensemble des acteurs du milieu et la population à définir les modalités d'agrandissement du parc marin. Mais à terme, nous espérons pouvoir quadrupler la taille du parc. En temps opportun, nous tiendrons également une consultation publique pour bien ficeler ce projet d'envergure. La crédibilité du parc marin s'est construite sur la concertation, sur la mobilisation des différents acteurs et sur le travail conjoint à l'atteinte d'objectifs communs. Et ces bases nous porteront encore plus loin. La vision d'un parc marin agrandi sera développée dans le même esprit. J'ai bien hâte de voir jusqu'où nous irons, tous et toutes ensemble, pour la protection de l'estuaire et du fjord. Merci beaucoup. Vous êtes nombreux. Je ne prendrai pas le temps de toutes et tous vous nommer, mais merci d'être présents ce matin. Vous allez me permettre quand même deux salutations particulières. Mon collègue Yves Montigny, député du secteur, merci de nous recevoir chez toi. Et Monsieur le maire, Monsieur Terrien, vous avez
une superbe ville. Je sais que vous êtes accompagné de collègues au conseil. Merci de nous recevoir. C'est plus que gentil. Et c'est vrai que c'est une belle nouvelle qu'on vient confirmer ce matin. C'est un honneur, en fait. Hein? C'est quelque chose qui a été initié il y a 25 ans. Les années passent. Je parlais des gens qui étaient là depuis les tout débuts. Mais le fait de se réunir aujourd'hui, et ça prouve une chose, c'est que les expériences des 25 premières années étaient à ce point concluantes qu'on veut non seulement poursuivre l'aventure, mais qu'on veut prolonger le territoire qui est couvert. Et c'est vrai également que c'est une très belle collaboration entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec sur une volonté commune. Stephen le disait à juste titre, il y a des engagements importants qui ont été pris sur le côté de Montréal il y a quelques semaines, tout juste avec la COP 15, et on vient y donner suite de façon assez concrète et de façon assez tangible. Je vous disais, c'est une expérience heureuse depuis 25 ans, oui, mais le travail n'est pas terminé. Stephen l'a mentionné, on parle beaucoup du beluga. Il n'y a aucun doute que ces travaux-là, ces dernières années, ont été profitables à l'espèce, mais on voit qu'il y a encore certains risques. C'est une espèce qui continue d'être menacée, qui diminue en nombre aussi au fil des années. On a essentiellement un petit peu moins de 40 de son territoire actuellement qui est couvert à travers le parc marin. On vise maintenant le couvrir à 100 pour accentuer justement sa protection. On le sait, au niveau des femelles, au niveau des veaux aussi, il y a des particularités, donc il n'y a aucun doute que cet agrandissement-là sera profitable. On parle du beluga, mais c'est 2200 espèces qui sont recensées sur le territoire. Donc oui, le beluga, hein, c'est emblématique, c'est quelque chose auquel on se réfère aisément dans la région, notamment à la grandeur du Québec. Mais il y a 2200 autres espèces qui profiteront de cette protection. Et protection, puis il y a plusieurs acteurs qui peuvent en témoigner. Il y a souvent ces doutes-là. Hein? La protection, quelles sont les contraintes, quels seront les impacts au niveau du développement économique notamment. Mais je pense qu'il y a plusieurs acteurs aujourd'hui qui peuvent dire à quel point le parc marin a été une formidable occasion de mettre, l'expression est bonne, mettre sur la map en quelque sorte le secteur parce qu'il y a une promotion. Il y a des campagnes de publicité qui viennent s'ajouter pour inciter les gens à venir visiter ces beautés naturelles-là. Donc, même d'un point de vue strictement économique, on y trouve notre compte, mais il ne faut pas perdre non plus le but scientifique derrière ça, c'est-à-dire la protection des espèces. Stephen m'a devancé en saluant le travail de M. Pelletier. Je tenais à aller le voir tout à l'heure en arrivant. Je vous avais vu à travers des photos, certains reportages, mais je ne vous avais jamais rencontré. J'ai dit, oui, M. Pelletier, je veux aller le saluer, je veux aller le remercier. C'est un travail colossal que M. Pelletier réalise depuis des années. Il est bien accompagné, ceci dit. Il y a plusieurs autant. Et ça, c'est un autre aspect, hein, la gouvernance locale de ce parc que l'on veut naturellement étendre aux nouveaux territoires qui seraient visés, mais c'est sans doute la meilleure façon de rassurer les gens qui peuvent se questionner quel sera l'impact de ce parc-là. C'est une gouvernance qui est locale. M. Pelletier, il joue un rôle crucial, mais il est très bien accompagné, naturellement. Les MRC, les communautés autochtones aussi sur le territoire qui jouent un rôle primordial dans la gestion de ce parc. Donc, à vous toutes et tous, merci. Je le disais à la blague à M. Pelletier, on vient vous ajouter un petit peu de travail ce matin, mais connaissant votre degré d'implication et de ferveur dans le dossier, je suis convaincu que c'est un travail avec vos collègues qui sera très bien relevé. En terminant, c'est quoi la suite des choses? Quelles sont les prochaines étapes? On a naturellement cette volonté de vous consulter, le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada. On a à s'arrimer. On a pas mal déterminé les balises qui seront mises au jeu pour la consultation. Mais les acteurs concernés, autant au milieu municipal, scientifique, mais également les gens d'affaires qui pourraient avoir des questions, les prochains mois serviront à ça. Et le but ultime, on le souhaite, la concrétisation à travers les décrets quelque part en 2025 pour officialiser l'agrandissement de ce très beau projet.
Donc, merci. Je pense que je ne peux pas conclure d'une autre façon que de remercier d'abord, Stephen, tes équipes. On le disait tout à l'heure, les deux ministères ont travaillé de façon assez étroite et remarquable ensemble. Mais merci à toutes et tous également pour votre travail des 25 dernières années et le travail qui commence avec cette belle annonce qui est faite ce matin. Merci beaucoup. Camille Lacroix pour Radio-Canada. Ma question, je pense que plusieurs se la posent. Est-ce qu'il va y avoir un financement pour mettre en œuvre ce projet-là? Merci pour la question. Évidemment, au terme de la consultation publique et des étapes législatives à travers lesquelles on devra passer, c'est clair pour nous qu'en tant que gouvernement fédéral, il faudra s'assurer que les ressources sont là pour assurer la viabilité du projet, la vitalité de ce projet-là. Mais nous avons été au rendez-vous jusqu'à maintenant pour le parc marin et nous allons continuer de l'être. À travers deux instances en particulier. Il y a Parc Canada qui est bien présent sur le site actuel et vous avez la CEPAC aussi qui l'est. Donc, ce sont deux instances qui sont financées pour justement bien incarner la mission du parc et ce sera la même chose avec son agrandissement. Peut-être en sous-question, est-ce qu'il y a une annonce d'un montant qui va être un montant supplémentaire? Non, pas ce matin, puisqu'il faut d'abord définir avec les partenaires, les peuples autochtones, l'industrie, les municipalités, il va falloir définir quelles seront exactement les limites du nouveau parc, passer à travers nos étapes respectives législatives. Et ensuite, ce sera l'étape de la discussion avec nos ministres respectifs des Finances. Bonjour, Myriam Gauthier pour Radio-Canada à Saguenay. Pouvez-vous nous expliquer concrètement quels vont être les impacts pour la protection du beluga et des espèces marines d'agrandir les limites du parc marin? Benoît en a parlé, mais présentement, le parc protège à peine 40 de l'habitat du beluga. Ce que nous souhaitons faire conjointement, c'est en protéger 100 Alors, évidemment, plus on protège l'habitat, plus l'espèce a de chances de se rétablir et éventuellement de croître, de se remettre des différents impacts que le beluga a subis au cours des décennies. Donc, c'est l'objectif, passer de 37 de protection de l'habitat à 100 Et en sous-question, est-ce que cette protection élargie va avoir un impact sur le trafic maritime sur le Saguenay ou dans le Saint-Laurent? Dans les faits, il faut savoir qu'il y a déjà un parc, c'est 1245 km² actuellement, et le trafic maritime se poursuit. Ce que ça veut dire, c'est que oui, il y a des limitations de vitesse, il y a des comportements qui doivent être changés, mais d'aucune façon, ça empêche le trafic maritime. Et quand on regarde l'emplacement actuel du parc, les bateaux doivent passer par ce parc-là. Ils se sont adaptés au fil des dernières années avec une très, très belle collaboration, autant au niveau maritime qu'au niveau des autres acteurs côtiers. Donc, cette collaboration-là sera amenée à se poursuivre, mais sur une étendue plus grande, mais ça n'entrave pas. Mais oui, ça vient réglementer, ça vient inciter à certains changements de comportement pour le trafic maritime. Au cours des 25 dernières années, l'industrie s'est très bien adaptée à ces conditions-là. Bonjour, Émilie Bernier des Éditions Nordiques, donc les 4 journaux qui couvrent de Charlevoix jusqu'à Sept-Îles et au-delà. Ma question, c'est sur le développement industriel. Est-ce que ce nouveau dessin-là va impliquer, on parle de 2025 pour une application concrète, est-ce que ça implique d'ici là un moratoire sur certains projets industriels qui pourraient être présentement en jeu là, dans la zone concernée? Comme Benoît l'a dit, nous avons déjà une aire marine protégée de plus de 1200 km². L'objectif de ce type de projet-là, c'est de mettre la conservation au cœur de ce qu'on fait. Ça ne veut pas dire qu'on fait juste ça. Il y a encore de l'activité touristique, il y a encore de la pêche commerciale. Benoît le disait, il y a du transport maritime, mais
On fait ça à travers le prisme de la conservation. Alors, ça exige dans certains cas de réduire la vitesse des navires. Donc, ça demande d'adapter certaines activités dans le cadre de la conservation, mais il n'y a pas de moratoire qui est proposé ce matin ou qui le sera là, à travers ce projet-là. Il y a peut-être un élément, parce que la question nous a été posée souvent. La stratégie maritime est aussi très, très importante pour le gouvernement du Québec et on sait qu'il y a des travaux qui doivent s'effectuer et même de nouveaux ports qui doivent voir le jour là, au cours des prochaines années. Et c'est pour ça qu'il y a une consultation sur les délimitations. Donc, à partir du moment où il y aurait un projet avec un port en particulier, donc le secteur du port ne serait pas inclus dans les délimitations du parc marin. Donc, c'est là où on peut rassurer celles et ceux qui ont des projets et qui sont importants pour la stratégie maritime québécoise, mais canadienne également. Donc, c'est une consultation qui débute, qui va nous permettre là, de bien baliser et délimiter le territoire du parc agrandi. En sous-question, on a des grands projets dans ce territoire-là, peut-être le déplacement du quai de Saint-Joseph-de-la-Rive, peut-être éventuellement un pont sur le Saguenay. Est-ce que tous ces projets-là seront alors évalués avec le prisme du nouveau parc, en fait? Oui, évidemment. Puis avec, comme Benoît le disait, ce qu'on cherche à faire dans le cadre de la consultation, c'est d'aller chercher le plus d'informations possible, ce qui va nous permettre de baliser les limites du parc. Mais s'il y a des nouveaux projets, nous avons des processus d'évaluation d'impact, que ce soit le BAP ou l'Agence d'évaluation d'impact fédéral, qui regarde ces projets-là d'un point de vue environnemental, bien sûr, et qui regarde aussi les bénéfices économiques. Ce qu'on cherche à faire dans l'évaluation de ce type de projet-là, c'est quels sont les bénéfices du projet versus les impacts et est-ce qu'au niveau environnemental et sociétal, il y a plus de bénéfices que d'impacts. Toujours un équilibre qui est... Il n'y a jamais de réponse facile à ça, mais pour tout nouveau projet, il y aurait ce genre d'évaluation-là. Selon la responsabilité des différents paliers de gouvernement, on n'évalue pas tous les projets au niveau fédéral. La plupart au Canada sont évalués par les provinces et les territoires. Bonjour, Emma Jacquet, journaliste pour CHO-FM Charlevoix. J'en profite, là, vous êtes là ici aujourd'hui avec nous. On parle des espèces qui sont en situation de précarité. Évidemment, nous, on couvre le territoire de Charlevoix. J'ai envie de vous parler aujourd'hui du caribou forestier de Charlevoix. Là, c'est quand même un autre dossier, mais je pense que c'est important d'en parler, de vous poser la question. J'ai une première question pour M. Benoît Charette. Là. On sait que c'est une situation, il reste 20 bêtes. On a quand même peu d'informations. Est-ce qu'on a un plan de réinsertion? Si oui, bon, on parle d'une stratégie gouvernementale en juin, mais est-ce qu'on a plus d'informations quand même à nous donner? En quoi ça consiste? Parce que ça préoccupe aussi la population charlevoisienne, là. Merci de la question. C'est un sujet qui est important. Au cours des derniers jours, il y a eu plusieurs rencontres. D'ailleurs, j'étais au Saguenay-Lac-Saint-Jean hier. J'étais sur le côté ce matin encore de Sacré-Cœur avec une importante industrie à travers Bois-Saco. Le message est le même. Peu importe à qui on parle, là, le message est le même. Il faut protéger le caribou. Mais en même temps, on ne peut pas ne pas considérer l'importance de la foresterie dans les régions. D'un point de vue strictement économique, c'est ce qui permet à plusieurs villages de se développer, mais même d'un point de vue environnemental, le bois, la forêt, ce sont des éléments qui sont capitaux, ne serait-ce qu'au niveau de la lutte au changement climatique. Donc maintenant, c'est cette recherche d'équilibre. Il y aura une stratégie caribou en juin. On est très, très clair à ce niveau-là, avec des mesures de protection fortes pour assurer justement la survie et le développement de cette espèce-là. Mais on ne peut pas le faire sans considérer l'importance de la foresterie dans la région. Et c'est la raison pour laquelle, au cours des derniers jours en présentiel, l'expression est rendue commune, mais aussi depuis des semaines à Québec et ailleurs au Québec, on multiplie les approches, les rencontres avec les joueurs de l'industrie, avec les spécialistes de la conservation. Donc, on entend arriver à ce bel équilibre-là en juin et faire valoir la richesse de notre territoire. Et cette richesse-là s'incarne à travers le caribou, mais également à travers nos industries forestières. J'entends, mais si on parle plus local, plus régional, là, pour Charlevoix, est-ce qu'on a quand même des mesures concrètes? Parce qu'évidemment, la situation, elle est différente pour chaque région, mais pour Charlevoix, là, parce qu'il y a des questionnements dans la population quand même, est-ce qu'il y a des actions concrètes? On a plus d'infos?
Il y aura des actions dans chacune des régions où le caribou est présent. Essentiellement, on résume Saguenay-Lac-Saint-Jean, Côte-Nord, le Grand Nord, Charlevoix, Gaspésie, Abitibi-Témiscamingue. Donc, il y aura des mesures pour chacune de ces régions-là. Je ne suis pas en mesure aujourd'hui de vous les dévoiler, mais Charlevoix sera aussi partie intégrante de la stratégie caribou. J'ai une question, j'y vais rapidement avec M. Guilbeault. Toujours pour le même dossier, est-ce que vous êtes satisfait là, des mesures ou en tout cas du processus là, du gouvernement du Québec dans ce dossier-là pour l'instant? Bien, comme vous le savez, probablement, juste avant les dernières élections provinciales, nous avons signé une lettre conjointe entre Québec et Ottawa sur la question du caribou, où on s'entendait essentiellement sur 3 choses, que nous allons travailler conjointement pour que d'ici le mois de juin, nous ayons un plan pour le caribou, un plan conjoint, que l'un des objectifs que l'on poursuivait à travers ce plan-là, c'est de protéger 65 de l'habitat. Et 65 ce n'est pas un chiffre qu'on a sorti d'un chapeau, c'est ce que les scientifiques, les biologistes nous demandent de faire pour permettre à l'espèce de se rétablir. Et le 3e élément, c'est qu'on va faire ça en collaboration avec les peuples autochtones au Québec. Nos équipes travaillent très bien ensemble. On a une excellente collaboration, Benoît et moi également. Donc, moi, je suis confiant qu'on va réussir à avoir cette entente-là pour le mois de juin. Écoutez, première question concernant évidemment l'agrandissement du parc marin. M. Charest, vous aviez déjà identifié avec votre gouvernement des réserves de territoire pour fins d'air protégé, notamment en aval de l'actuel parc marin. Est-ce que, parce qu'on parle de quadrupler la superficie, est-ce que ces zones-là pourrait, selon toute vraisemblance, faire partie de cet agrandissement-là du parc marin? Effectivement, en 2020, si on remonte un petit peu dans le temps, on avait identifié certains secteurs qu'on avait placés sous réserve et selon le scénario souhaité, ce serait intégré ces territoires-là dans le parc marin. Naturellement, il y a les consultations qui s'en viennent, mais l'objectif serait d'intégrer ces réserves de territoire dans la future délimitation du parc marin. Autre question, un des enjeux pour le beluga du Saint-Laurent, mais d'autres espèces, c'est la pollution sonore qui est occasionnée par les navires. Un des enjeux qui est soulevé aussi, puis c'est d'ailleurs quelque chose qui fait débat dans la région, la question du pont sur le Saguenay, qui permettrait aussi quand même de réduire le bruit dans l'habitat du beluga. Est-ce que ça fait partie des consultations ou de la réflexion sur les mesures de protection du parc marin une fois qu'il sera agrandi ou qu'il sera bonifié? C'est un projet qui est cher à plusieurs personnes dans la région, c'est bien certain. On n'est pas en mesure aujourd'hui de vous annoncer quoi que ce soit par rapport à la construction d'un nouveau pont, mais oui, c'est réitéré. Non, je n'ai pas de nouvelles, d'annonces surprises à ce niveau-là, mais c'est un souhait qui est réitéré dans la région, donc c'est évalué là, actuellement là, par les bonnes instances. Sur la question du bruit, c'est évidemment un enjeu qui est pas unique à la région ici, mais c'est une question sur laquelle nous travaillons, Environnement et Changement climatique Canada, de près avec nos collègues de Transport Canada et de Pêche et Océan. Et il y a des bonnes nouvelles à l'horizon. On voit des technologies de traversiers électriques, par exemple. Nous avons des discussions présentement avec le gouvernement de la Colombie-Britannique qui a une flotte impressionnante de traversiers pour explorer la possibilité de commencer à électrifier ces traversiers-là. Or, des traversiers électriques font beaucoup moins de bruit que les traversiers conventionnels à moteur à combustion interne. Donc, nous avons commencé à explorer ça et c'est certainement une conversation qu'on aimerait avoir avec le gouvernement du Québec également.